Bonsoir à tous. Petite question d'usage. Qui ne connaissait pas cet espace avant de venir ce soir? Ah cool, il y en a quand même. Génial. Bienvenue. Donc je suis Benjamin, l'un des fondateurs d'Usine.io. Ici, on est un espace dédié au prototypage. C'est l'équivalent d'une salle de sport pour ingénieurs ou techniciens. Au lieu de courir sur un tapis, vous venez utiliser des machines-outils ou des paillasses électroniques. Certains pourront visiter d'ailleurs après s'ils le souhaitent. Chez Usine.io, en fait, on est une équipe d'accompagnants autour du prototypage avec aujourd'hui 10 personnes, dont 7 techniciens. Et ce qu'on sait faire et l'expérience des personnes qui sont dans l'équipe, c'est de faire passer des idées vers des prototypes, puis des produits. Donc très souvent, quand on a des gens, alors moi je vais faire quelque chose de très scolaire, je suis en school total, parce que très souvent quand on a des gens qui arrivent chez nous, hop, je récupère ma souris. On est bien? Ah ouais, attends, c'est bon, je l'ai. Yes. Très souvent, quand on a des gens qui arrivent chez nous, ils nous disent, bon bah écoutez, c'est parfait, attends, bah vas-y, attends, je peux cliquer sinon, tu penses? Yes, attends, j'ai mon petit curseur. Ouais. Ils arrivent avec ça et nous disent bon bah écoutez c'est parfait, dans 2 mois on est prêt à shipper le produit, ça va partir, faut qu'on aille en Chine, comment est-ce qu'on fait? Bon bah là on se pose, on se fait un rendez-vous, on se pose pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on se met autour du produit, on réfléchit aux enjeux qu'il y a derrière et puis on s'aperçoit que finalement ils ont pas autant avancé que ça, c'est pas ni le K2 ni le Mont Everest, on est plutôt encore sur le plateau des vaches et il y a beaucoup de travail à faire. Pourquoi? Parce que créer un produit, ça nécessite plusieurs phases, plusieurs étapes qui sont fondamentales dans le développement du produit. Depuis la validation fonctionnelle, là où on va chercher à trouver le ou les composants qui peuvent répondre à une fonction qu'on cherche à réaliser dans un cas d'usage particulier, jusqu'au shipping dont on parlait tout à l'heure et au SAV, il y a une 50aine de questions. Nous, ce que je dis assez souvent, c'est que beaucoup de gens essayent de s'exciter sur le full stack dans le monde numérique, et c'est tout à fait vrai. Quelqu'un peut coder du front-end, du back-end, et puis s'éclater devant et derrière. Quand on parle d'un produit, on doit plutôt réfléchir full spectre, depuis les phases de conception jusqu'à la livraison et le marketing, la communication et tous les enjeux qu'il y a derrière. Il y a pas qu'une seule personne qui peut régler ces problèmes. C'est exactement ce que soulignait Barbara tout à l'heure, et c'est ce qu'on adresse ici avec la méthode qu'on appelle la méthode 5P, qui sont en fait une sorte de checklist en 50 points de la vie d'un projet hardware en 5 étapes plus l'étape 0. Alors, il existe un grand paquet de littérature autour du Lean Startup, Lean Hardware, etc. Moi, je trouve personnellement que c'est fantastique parce que justement, ça décrit la vie de la startup. Sur méthode 5P, on est orienté vie du produit, donc on va pas forcément parler de la structuration, du financement, etc. Bien que des éléments business entrent en jeu aussi dans la méthode 5P. Dans la méthode 5P, on va s'intéresser à l'aspect design mis en parallèle de la conception mécanique, de la conception électronique et derrière des aspects business. Donc voilà les 5 grandes étapes, avec la première qui est la phase d'exploration, celle qu'on a tous fait un jour, qui a peut-être commencé autour d'une bière, d'une discussion ou dans un labo dans lequel vous bossez. La seconde, c'est la validation fonctionnelle. À ce moment-là, on va chercher à identifier de manière séparée. Si j'avais un établi devant moi, j'aurais d'un côté la batterie pour pouvoir qualifier la capacité de batterie que j'ai envie d'avoir. D'un autre côté, j'aurais un capteur X, Y ou Z, et puis au bout, j'aurais une LED, un bouton, etc. qui sont demain les fonctions que je veux avoir dans mon produit. Au début, on va les tester indépendamment, c'est la validation fonctionnelle. Ensuite, on les fait discuter ensemble. C'est la première esquisse. On va tout intégrer. C'est le prototype fonctionnel minimum. Puis, on arrive enfin à la preuve de concept. Un prototype qui a la forme et les fonctions. Ce prototype fonctionnel, c'est à ce moment-là que toute votre partie, si vous avez un produit B2C qui se prête bien à faire un crowdfunding, c'est à ce moment-là c'est très souvent à ce moment-là qu'on peut avoir les exemples de crowdfunding qui sont réalisés. Et puis après, on va s'intéresser aux prototypes qui vont être en vraie matière. Donc c'est le design for manufacture, DFM pour les intimes, où là on va chercher les vraies matières, affiner tout ce qui est la nomenclature du produit, ce qu'on appelle la BOM, le Bill of Material, et ensuite se pencher sur les questions de supply chain.
La première phase d'exploration, elle est assez simple. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaillé un petit peu les 6 phases. On en reparle quand vous voulez, vous venez aux visites, etc. Et puis on se pose autour d'une table et puis on peut redétailler ça ensemble sans souci. J'ai détaillé donc pour chaque grande étape qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut le faire, et puis les cases qu'on devrait avoir cochées pour passer à l'étape suivante. Ce qui est important dans cette logique, c'est qu'en fait, on va pouvoir avec ce genre d'organisation investir au bon moment les bonnes ressources. On est tous des startups. Ici aussi, Usine.io, c'est une startup. Donc, on doit pas, on doit réfléchir au mieux par rapport aux ressources RH qu'on a, aux ressources financières aussi qu'on a et qu'on peut mettre en face. Typiquement, on parlait de problématiques de certification tout à l'heure. Il y a un certain moment où on va se dire, ok, la problématique de certification, prenons-la maintenant. Ne la prenons peut-être pas en premier lieu, sauf si vous faites des prises électriques où là vous allez regarder directement cette problématique. C'est à ça que sert cette méthode, utiliser les bonnes ressources au bon moment. Ouais, j'en vois qui sourient parce que je connais très bien leur projet. Donc on va définir les use cases, on va définir les fonctions que l'on souhaite, les tech specs, et il est très important d'avoir des use cases en face des spécifications techniques. Très souvent, il y a des gens qui arrivent avec des fonctions en nous disant bah ouais, moi j'ai besoin que ça clignote et que ça envoie un signal. Très bien, ça peut clignoter, ça peut envoyer un signal. Je peux te faire un clignotant avec une ampoule avec une ampoule 500 watts ou alors avec une LED, qu'est-ce qu'il faut. Donc les cas d'usage vont permettre d'affiner finalement les composants qu'on va choisir de mettre derrière les fonctions. Si je sais que l'usage de mon composant, c'est un objet qui est en remote, qui va prendre la valeur d'un sensor tous les X temps et en renvoyer la valeur sur un réseau RF, là déjà, ça me permet d'affiner le jeu de composants que je vais choisir, ça me permet de réfléchir mieux à la manière dont mes composants vont être utilisés et sélectionnés. Et voilà. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas capable de pitcher votre produit à votre grand-mère, c'est aussi un problème à un certain moment. Ce qui nous fait rentrer dans la phase de validation fonctionnelle. Donc là, on a l'identification des produits. On va complètement chercher. Vous allez chercher les X capteurs qui vont vous permettre de travailler la chose, les X actionneurs qui vont vous permettre de donner les résultats que vous souhaitez. Vous allez peut-être aussi faire de la recherche sur les matières, les matériaux. Ça c'est important pour la suite du projet. Et puis surtout, c'est le moment de taper à la porte d'entreprises, d'expertise, de labos, etc., parce que il y a parfois des technologies qui peuvent être brevetées. Il y a des gens qui ont peut-être déjà travaillé sur vos sujets. Il y a des gens qui ont peut-être déjà créé une start-up qui a peut-être réussi ou échoué sur vos sujets. Et je suis persuadé qu'ils seront très heureux de vous renseigner. Vous pouvez faire semblant d'être un étudiant et poser plein de questions à d'autres personnes. Ça arrive aussi. C'est le moment d'élargir à fond votre base de contacts pour pouvoir demander et s'entourer en fait de personnes qui ont de l'expérience sur certains domaines. Avec la vision entrepreneur qu'on a parfois, on se dit nez dans le guidon, c'est hyper simple, cette industrie, je vais la retourner, ça va être super facile. Et puis vous vous apercevrez qu'en fait, techniquement, il y a peut-être pas de problème, mais alors commercialement, c'est super difficile d'entrer sur le marché X, Y ou Z. Ça, c'est pour ça que c'est important de se constituer un petit pool d'experts à ce moment-là, avec qui interagir dans les domaines techniques et scientifiques, voire commerciaux. On passe ensuite à la première esquisse, le Minimum Functional Prototype. Cette première esquisse, ça va être l'intégration en mode boîte à chaussures de tous les composants. On va les faire discuter entre eux pour la première fois, ou pour même la seconde fois. On va commencer, on va travailler à donc assembler les fonctions, les définir, se rapprocher du form factor qu'on souhaite avoir, et puis on va commencer à travailler sa nomenclature. Dans la nomenclature, à ce moment-là, on va pas essayer de la valoriser, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de mettre en face de la nomenclature un montant devant chaque objet, devant chaque composant, mais simplement on va essayer de la rendre la plus exhaustive possible, identifier où est-ce qu'on pourra sourcer, etc., etc. Ce qui permet normalement à la fin de cette période d'avoir un prototype que l'on peut tester, qui fonctionne sur toutes les fonctions souhaitées et qui est totalement fonctionnel. Peut-être qu'en étape suivante, là, vous allez commencer à tester le produit chez vous. Vous allez vous apercevoir, déjà, c'est assez déconnant. Avant même de rentrer dans une phase de test, il y a déjà des choses qui vont pas. Justement, le fait d'avoir X phases, ça vous permet aussi d'itérer dans chaque phase sans trop sortir du cadre ou sans avoir à redéfinir l'intégralité des choses en continu.
quittant ce prototype fonctionnel, ce premier prototype fonctionnel, on va rentrer dans la conception de la preuve de concept. Cette preuve de concept, elle va intégrer à la fois les composants que vous avez identifiés qu'on a identifiés précédemment. Elle va intégrer plus d'éléments de design d'enveloppe, parce que les éléments de design mécanique normalement sur les fonctions, elles sont déjà intégrées, et on va commencer à travailler sur les gammes de fabrication. Donc c'est routing, le second point, gamme de fabrication, pour déjà se projeter sur la faisabilité, l'intelligence de la manière dont vous voulez articuler la production, etc., etc. On va affiner d'une manière valorisée le bill of material, et puis on va commencer à prendre des contacts avec des sous-traitants, des fabricants. Dans un premier temps, des sous-traitants qui vont pouvoir faire des pièces uniques, et dans un second temps, des sous-traitants qui seront aussi ceux qui pourront faire de la série. Ici, nous, on a l'habitude justement de présenter à nos membres ou d'introduire à nos membres certains contacts industriels qu'on a pour la production aux différents niveaux que j'ai cités. C'est très important. C'est exactement le manque que soulignait Barbara tout à l'heure. On est entouré d'un putain de paquet d'entreprises qui peuvent sous-traiter plein de choses. Déjà en France, en Europe, Maghreb et en Asie. Simplement, on ne sait pas comment aller les voir, on ne sait pas qui appeler, etc., etc. Il nous arrive hyper souvent d'avoir des gens qui arrivent et qui nous disent bon voilà, j'ai besoin de faire, vous voyez, un petit truc qui ressemble à une petite vis mais qui est microscopique. Et en fait, mon gros problème, c'est que je sais pas à qui je dois demander pour sous-traiter ce genre de pièces. Et là, on va répondre, tu dois demander à un décolleteur. En fait, c'est le métier des gens qui font du petit tournage, etc., etc. Ah, un décolleteur? Ok, c'est bon, mon problème est réglé. Le lendemain, il revient, il nous dit, j'ai ouvert les pages jaunes, j'ai trouvé un décolleteur, et finalement, le problème est réglé. Donc, il y a vraiment une grosse problématique aujourd'hui, nous on a identifié en ouvrant ce. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait. On pense qu'on est une brique qui est hyper importante, qui permet de systématiser le lancement de boîtes autour de l'objet. Ici, il y a des gens qui font de l'objet connecté, il y a des gens qui font des ustensiles de cuisine ou des chaises de jardin. Mais le principal, c'est que tout le monde a à un moment les mêmes soucis. Qualification de ses fournisseurs, contrôle qualité, et puis suivi de prod jusqu'à la vente et aussi la distribution, qui là est un sujet fantastique. Donc à ce moment-là, vous êtes entré, donc phase précédente, vous avez commencé à rencontrer des personnes. Ces personnes, vous leur avez fait faire des interviews. Vous vous retrouvez par exemple dans une salle sur une terrasse de café ou ailleurs, et vous présentez votre concept un peu sur le papier déjà pour savoir si vous avez une dizaine de gens à qui faire adhérer autour du produit, à qui vous pourrez dire next step, tu seras peut-être mon bêta testeur. Et là, quand vous avez votre POC, c'est le moment de balancer le bêta test, c'est le moment de balancer la vidéo qui claque, si vous avez besoin de faire un crowdfunding, parce que tout le monde n'a pas besoin de faire un crowdfunding comme on disait tout à l'heure, et de balancer la sauce. Parce que pendant les 60 jours, les 30, 45, 60 jours de campagne que vous avez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à travailler votre design for manufacture. Et pendant cette phase, là c'est tête dans le guidon pour une partie de l'équipe qui se focalise sur toute la partie qualification. Donc là l'idée c'est de faire à ce moment-là un prototype en vraie matière, good material, je sais pas si c'est la bonne traduction, c'est de faire un prototype en vraie matière, d'aller chercher aussi les finitions. Jusqu'à présent c'était pas la peine d'aller chercher de la finition, tout ce qui va être l'aspect, le brillant, le pot de pêche, le blabla, etc. C'était pas important de se focaliser là-dessus, parce que la finition, vous allez voir vos sous-traitants, ils vous sortent un nuancier, et derrière tu vas choisir ta couleur de peinture, la brillance, etc., etc. Et puis en voyant ce nuancier, ça va permettre aussi avec le sous-traitant de faire la qualification qualité de ce que vous voulez comme résultat ou pas. C'est-à-dire que le brillant va être brillant de tel degré de brillance jusqu'à tel degré de brillance. Si c'est hors de ce champ, tu me le vires en prod. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à discuter de tout ça, puisqu'on va donc pouvoir affiner le produit à la fois sur sa conception vers l'industrialisation et aussi sur les matériaux qu'on va utiliser. C'est dans cette période qu'on fait aussi une très grosse phase d'investissement, puisque là on va aller préparer le tooling, l'outillage. Imaginons que vous ayez un produit qui utilise des matières plastiques, fabriquer un moule, c'est un secret pour personne, ça coûte des sous, préparer, etc., etc., etc. Je reviendrai juste après sur le prix et les ressources qui vont en face de chaque phase, parce que très souvent on nous le demande et on a quelques idées là-dessus.
c'est jamais arrêté parce que d'une industrie à l'autre ou d'un produit à l'autre, ça peut évoluer. Après, on part sur le first factory run, la première, le lancement de la préparation de la première série, la pré-série, prototype de pré-série. Donc, les grosses cases à cocher à ce moment-là, déjà, c'est d'avoir validé les gammes de fabrication avec les vrais outils, préparer tous les éléments qui constituent la préparation à la fabrication, et puis être déjà un peu plus assuré de son réseau de distribution. Quand on a interviewé des bêta-testeurs en phase 3, en phase 4, on va interviewer des premiers réseaux de distribution. Si vous êtes abonné à une newsletter, vous savez quand est-ce que des grandes surfaces spécialisées ou autres d'ailleurs des acheteurs viennent chez nous. Ça, on le fait vraiment de manière récurrente, vous faire rencontrer, permettre à nos membres ou d'autres de rencontrer des distributeurs, juste la fonction achat. Ici, on a un terrain neutre dédié à la technologie, l'amour de la technologie et la vente de produits. Quand on fait venir des acheteurs de la Fnac, ils savent que vous aurez le droit à une seconde chance en les recontactant après, quoi. Donc, profitez de cette occasion pour comprendre la manière dont ils achètent, le moment où ils vous paieront, la quantité de stock minimum qu'il faut livrer, la manière dont le SAV est réalisé, et puis la manière dont ils vont vous renvoyer les produits si un jour ils vous renvoient les produits. Distribuer un produit sur Amazon, à la Fnac, chez Darty, chez Carrefour ou dans un Apple Store, ça peut avoir des coûts qui varient de 0 à 2 fois le prix de votre produit en fonction des points de vente. Et voilà. Et donc à ce moment-là, là vous lisez bien plus vite que je suis capable de vous le raconter. Vous faites les premiers tests d'assemblage à la main pour être sûr. Ça vous allez en faire avant de lancer la prod, mais ça permet de valider que au montage il n'y ait pas de choses qui soient trop complexes à faire, ou que ce soit monté, ça peut être problématique. On valide les aspects supply chain. On a déjà en amont élagué énormément tout ce qui concerne la nomenclature, donc là ça descend. Et puis après, c'est le moment d'appuyer sur le bouton, que ce soit plutôt en local. Si vous avez des petites séries à faire, on a la chance d'avoir un tissu industriel qui est encore assez dense en France. Si vous avez des petites séries à réaliser, vous pouvez les réaliser principalement en France ou en Europe. Vous pouvez aussi les faire assembler en France ou en Europe. On recommande parfois à certaines startups de travailler avec des ESAT, qui sont des centres de travail pour handicapés, hyper performants. Quand vous avez une série de 500 à 1000 pièces à faire, c'est génial. Vous allez former 4-5 types à assembler votre produit. Ça ira pas forcément super vite, mais en tous les cas, ils auront l'amour du truc et vous pouvez aller les voir. Il y en a à Orly et ailleurs. Ça, c'est des petits détails qui font que assembler un produit en quelques mois, c'est faisable. Se faire shipper et ouvrir son premier container après 6-8 mois, c'est aussi faisable. La surprise est peut-être pas forcément la même en face. Donc là, en fonction de chaque volume de production, il y a aussi des étapes de type de sous-traitants à qualifier qui permettent de produire d'une manière ou d'une autre. Alors, hop, je me permets juste de revenir en arrière. Les questions qu'on nous pose souvent, c'est quel est le budget ? Quels sont les budgets que je vais mettre en face et combien de personnes? Tant qu'on est en 0 ou 1, on est 0, 1, 2, on peut être encore tout seul. Les budgets, en gros, c'est que sur ma validation fonctionnelle, si je mets l'équivalent de 1, j'aurais mis 4 dans mon prototype fonctionnel minimum, 20 dans ma preuve de concept, 50 dans mon design for manufacturing. Alors ça, c'est de l'investissement réalisé dans cette phase de recherche. Et puis je suis à 200 à peu près quand j'arrive en bas, quoi. Donc supposons que vous ayez qu'est-ce que je peux vous souhaiter, d'avoir un Arduino à 20 € plus 2 LED qui clignotent en validation en validation fonctionnelle. Ça devrait pas coûter trop cher au bout, quoi. En face, les ressources qu'il faut mettre, c'est justement au fur et à mesure staffer complètement, réussir à staffer l'équipe. On sait tous que c'est alors vous êtes vous-même des ressources rares, soit parce que vous êtes un bon mécanicien, un bon technicien ou un bon porteur de projet de produits. Là, il faut chasser le plus vite possible et très tôt. On a une culture française qui est d'être très souvent pour les beaux talents, d'être confortablement dans une place confortable dans une entreprise. Il faut trouver les bons mots. Tout à l'heure, tu nous le disais super bien, vous avez débauché votre designer industriel qui vous a suivi par passion. C'est aussi en évoluant dans les cercles de personnes passionnées autour des sujets que vous partagez que
que vous trouverez, j'espère, vos associés. Voilà. Merci beaucoup et puis très bonne suite de soirée à tous. D'ailleurs, j'ai pas demandé s'il y en avait qui avaient des questions. Yes. Design for manufacturing, en fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont tu vas avoir en amont réfléchi déjà industrialisation. Ça, mais très souvent, c'est design for manufacturing qui peut être assez chronophage. La dernière étape, tu vas qualifier du sous-traitant. Alors, ça veut pas dire que ça peut pas durer longtemps, parce que parfois, tu peux aller de déconvenu en déconvenu en rencontrant un sous-traitant puis un autre. Ça peut être aussi très long. Mais enfin, le temps globalement, le temps se rallonge sur chacune des étapes, quoi. Alors c'est très souvent, alors ce qu'on voit le plus, c'est je reste dans ma zone de confort. Je suis électronicien, il y a des mecs qui arrivent qui me disent bon bah voilà, je suis super bon dans ce domaine-là. J'ai avancé, regardez, j'ai mon PCB qui est prêt à être lancé en prod là, j'ai même trouvé le fournisseur qui peut me le faire, etc. Et puis on regarde tous ensemble et en fait on accouche. Alors on est un peu dans l'étude aussi et on s'aperçoit ensemble que finalement le casing va avoir une forme totalement différente et qu'il faut refaire tout le PCB. Et là, ça peut aller à l'inverse pareil. Je suis bon mécanicien et je reste sur ma zone de compétence. Ça, c'est sortir de sa zone de confort sur les éléments cruciaux. Il faut réussir à sortir sur sa zone de confort sur le design. Donc le design d'enveloppe, la conception mécanique et électronique, il faut vraiment réussir à contrebalancer le regard, avoir des critiques de conception par d'autres personnes, d'autres équipes. C'est aussi à ça que servent ces événements. Faites-vous des potes entrepreneurs pour comparer, critiquer vos produits, critiquer vos conceptions. Vraiment, quoi. Eh bien, enjoy. Les drinks sont prêts.